Personne ne va arrêter l'horloge pour que tu te mettes en ordre. L'année avance de la même manière, sans attendre que tu résolves tes excuses, tes doutes ou tes distractions. La vérité est que ce ne sera pas le plus faible qui souffrira en 2026, mais celui qui reste distrait, piégé dans la routine de chercher la validation et de remettre à plus tard des décisions inconfortables. Il est clair que le monde ne s'arrête pas pour applaudir ceux qui promettent beaucoup et font peu. Le coût de l'indécision est extrêmement élevé et la dette intérieure s'accumule jour après jour. Si tu continues à attendre de te sentir prêt ou que l'environnement s'améliore, la seule chose que tu obtiendras est un autre cycle de frustration et d'auto-tromperie. La plupart des gens répètent le même schéma. Motivation superficielle le premier mois, justification lorsque les obstacles arrivent et finalement la résignation silencieuse. La véritable transformation ne se produit pas lorsque les autres te regardent, mais dans ces moments où personne ne prête attention et où tu choisis d'agir avec fermeté. Cette année ne va pas te changer, c'est toi qui décides si l'histoire se répète ou si, enfin, tu prends le contrôle. Il ne s'agit pas de résister à l'extérieur, mais d'entraîner le caractère à l'intérieur. Tu seras jugé par tes actes, pas par tes intentions. La cohérence est un muscle, et elle ne se renforce que par la pratique, pas par des discours. Si tu veux une année différente, commence par laisser derrière toi le bruit de l'approbation externe et entraîne ta autodiscipline comme si ton avenir en dépendait, car il en dépend. Personne ne va te donner la permission de te transformer. C'est toi qui te la donnes, ou ça n'arrive pas. 1. Parle moins, agis avec détermination. Personne ne te prend au sérieux parce que tu ne le fais pas non plus. Tu parles trop et agis peu. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer. Tu passes ta journée à expliquer ce que tu vas faire, à lancer des plans dans l'air, promettant que cette fois-ci, oui, que maintenant tu vas te discipliner, que tu vas changer, que tu vas commencer. Mais chaque mot que tu jettes sans soutien est une dette mentale qui s'accumule. Ton cerveau s'habitue à l'inflation de tes promesses vides, et avec le temps, même toi, tu ne crois plus à tes déclarations. À quoi bon répéter tes intentions si tu ne les transformes jamais en décisions concrètes? Les personnes fortes ne perdent pas de temps à se justifier, ni n'ont besoin d'annoncer leur discipline ou leur concentration. Elles agissent simplement. L'habitude de parler moins et d'agir avec détermination est la base de l'autodiscipline. Chaque fois que tu remets l'action à plus tard pour expliquer, chaque fois que tu cherches une validation avant de te déplacer, tu t'entraînes à la faiblesse et tu deviens accro au confort des mots faciles. Parler est bon marché, même agréable, car cela te donne une fausse sensation de progrès. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'auto-tromperie. Le monde à venir n'attendra pas que tu termines ton discours intérieur, ni que tu demandes la permission de commencer. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans des cycles de frustration n'est pas le talent ni la chance, c'est la capacité de se taire et de commencer. Si tu te reconnais dans le schéma de planifier éternellement, de partager tes idées en espérant que quelqu'un t'applaudisse avant de te déplacer, il est temps de briser ce mécanisme. Personne ne te doit de reconnaissance pour ce que tu penses faire. Le respect se gagne par des actes, pas par des mots. Tes excuses ne produisent pas de résultats. Tes explications ne renforcent pas ton caractère. Tes justifications ne te rapprochent pas d'un centimètre de la vie que tu souhaites. Le véritable progrès ne se discute pas, il s'exécute. Parle moins, fais plus. C'est la formule inconfortable, mais efficace. L'autodiscipline repose sur la capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Même quand personne ne regarde, même quand personne ne te félicite. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque étape, ni de chercher des témoins pour chaque avancée. L'excès de mots révèle de l'insécurité et une peur de l'engagement réel. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'expliquer tes plans, tais-toi et fais-le. Tu n'as qu'une seule option si tu veux renforcer ton caractère pour ce qui vient. Arrêtez de parler, commencez à agir. Si tu ne le fais pas, l'année va te broyer, tout comme tous ceux qui vivent dans la fantaisie de l'intention éternelle. Le respect de soi commence par l'action, pas par la déclaration.
Fais ce que tu as promis en silence et laisse les résultats parler pour toi. Les mots ne construisent pas, seules les décisions le font. 2. Arrête de chercher l'approbation extérieure. Tu vas publier quelque chose sur les réseaux sociaux et avant de cliquer sur « Envoyer », tu relis une fois de plus chaque mot. Tu ne cherches pas des fautes d'orthographe. Tu vérifies si cela sonne suffisamment intéressant, si quelqu'un le remarquera, t'approuvera, mettra un « j'aime » ou simplement commentera. Tu ressens cette anticipation dans ton corps, une étrange nervosité, presque comme si ta valeur dépendait de la réponse des autres. Et quand le silence arrive ou que la réaction est tiède, l'esprit commence à travailler. Tu doutes de toi, tu modifies ta version, tu te demandes ce que tu as mal fait ou pourquoi tu n'as pas réussi à te démarquer. Cette dynamique se répète de 1000 façons, pas seulement sur l'écran. Chaque fois que tu partages une idée en espérant l'assentiment de quelqu'un, chaque fois que tu demandes un conseil pour confirmer quelque chose que tu sais déjà que tu dois faire, tu te vends à bas prix. Le prix de ta tranquillité dépend de la volatilité de l'opinion extérieure. C'est un esclavage invisible, mais réel. Tu n'es pas conscient de la manière dont cette habitude s'installe. Ça commence petit. Enfant, tu cherchais le regard d'approbation de tes parents ou de tes enseignants. Et cela avait du sens. Mais maintenant, adulte, tu continues d'attendre que quelqu'un lève le pouce avant d'avancer. Ce besoin d'être validé s'infiltre dans tes relations, dans tes décisions et même dans les rêves que tu te permets d'avoir. L'approbation extérieure est un poison doux. Elle apaise l'anxiété pendant un moment, mais ensuite elle te rend plus dépendant et moins maître de toi. Le mécanisme est simple mais dangereux. Quand la validation devient le but, tu cesses d'agir par conviction et commences à agir par réaction. Tu ajustes ton comportement comme on ajuste un déguisement, mesurant chaque mouvement selon ce que tu penses que les autres attendent de toi. Tu perds ta propre direction. Chaque fois que tu choisis l'approbation plutôt que l'authenticité, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Il ne s'agit pas de te faire de pierre ni d'ignorer le monde, mais de comprendre que la seule approbation qui compte vraiment est celle qui provient de tes propres valeurs et décisions. Si tu t'entraînes à dépendre du regard des autres, ton autonomie se fracture et tu deviens un reflet, pas une personne complète. La vraie liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te remettre une médaille pour avoir choisi ton chemin. Tu dois simplement le faire. Tant que tu continues à mendier de la validation, tu continueras à vivre en fonction des attentes des autres, pas de tes propres principes. Tu n'es maître de toi que lorsque tu cesses de négocier ta valeur avec le monde extérieur. Le respect que tu cherches à l'extérieur, tu ne peux le construire qu'à l'intérieur. Ta paix ne se trouve pas dans les applaudissements, elle est dans la cohérence avec ce que tu décides. Si tu as besoin d'approbation, tu ne seras jamais libre. 3. Entraîne ton esprit à la solitude. J'ai du mal à l'admettre, mais pendant longtemps, j'ai confondu la solitude avec une punition. Il y a une partie de moi qui, lorsque tout s'éteint et qu'il n'y a plus de messages ni de conversations, commence à chercher des distractions presque par réflexe. Ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de ce qui apparaît lorsque le bruit s'en va. L'insécurité, les choses en suspens, les questions que j'évite, les parties de ma vie qui restent non résolues. L'esprit se défend en inventant des urgences, en ouvrant les réseaux sociaux ou en cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas rester seul avec soi-même. Ainsi s'installe un cycle. Chaque fois que je ressens de l'inconfort ou du vide, je me précipite pour le remplir d'interactions, de nouveautés, de l'illusion de compagnie. Mais ce mécanisme est un piège. Car dépendre de la présence ou de la réaction des autres pour se sentir stable te fragmente de l'intérieur, te rend faible au fond, même si en surface, tu sembles occupé et entouré de gens. Si tu l'analyses froidement, l'incapacité d'être seul n'est pas un symptôme mineur. C'est un signe que ton esprit ne se gouverne pas encore lui-même. C'est un indicateur que tu ne sais pas encore t'asseoir avec toi-même, regarder tes habitudes et dialoguer avec tes décisions sans fuir. La dépendance aux stimuli externes devient une sorte d'addiction invisible. Elle te garde occupé, mais jamais satisfait.
Ne pas entraîner la solitude, c'est comme laisser le muscle de ton caractère sans exercice. C'est pourquoi tant de gens perdent le nord quand ils n'ont personne à consulter, quand les réseaux se taisent ou quand la validation ne vient pas. La véritable maîtrise de soi commence lorsque tu deviens capable d'affronter tes pensées sans les déguiser en activité. Seul celui qui supporte le poids de son propre silence peut décider avec clarté. Le reste vit à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Entraîner l'esprit à la solitude est un processus inconfortable et lent. Cela implique de cesser de fuir devant l'inconfort et, au contraire, de rester. Observer les impulsions automatiques, l'envie de chercher l'approbation, l'urgence de partager tout ce que tu fais. Apprendre à ne pas fuir tes doutes et reconnaître quelles émotions sont les tiennes et lesquelles ne sont que des échos de ce que les autres attendent de toi. C'est comme faire l'inventaire de ton propre esprit. Tu vois ce qui est en trop, ce qui manque, ce que tu n'as jamais osé regarder. Cet exercice façonne le caractère plus que n'importe quel cours de motivation. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace d'entraînement. L'esprit qui résiste à la solitude ne se brise pas devant l'abandon ni devant l'incertitude. Le point est pratique. Plus tu apprends à être seul, moins tu dépends de l'environnement pour prendre des décisions fermes. Le respect authentique naît dans ces espaces où personne ne te voit et où personne ne donne son avis. Si tu n'entraînes pas la solitude, n'importe quelle distraction te sort du chemin. Si tu l'entraînes, tu deviens une personne qui décide par conviction et non par réaction. Ne fuis pas la solitude, fais-en ta force. Ce que tu fais seul définit ce que tu es en public. 4. Réponds, ne réagis pas impulsivement. Tu frappes la table avec un doigt, sans t'en rendre compte. Le verre vibre, à peine, et dans ce geste minuscule se révèle tout un mécanisme. La tension monte rapidement, le corps réagit avant que tu aies le temps d'y penser. Et ce qui suit est une chaîne d'actions automatiques, des mots qui sortent d'un coup, des décisions prises à la hâte. C'est ainsi que fonctionnent les réactions impulsives, comme des ressorts cachés qui se déclenchent face à chaque stimulus, laissant ta volonté en arrière-plan. Il est facile de détecter ce schéma chez les autres. La personne qui élève la voix sans mesurer, l'ami qui lance une critique mordante à peine, il ressent une pincée d'inconfort. Le conducteur qui s'emporte pour une seconde de trafic et perd son calme pendant des heures. Mais il est rare que tu reconnaisses ce même reflet en toi, dans les petites explosions quotidiennes. Quand ton sourcil se fronce à peine, quelqu'un te contredit. Quand tu es déjà en train de répondre à un message sans penser si cela en vaut la peine. Quand tu te sens obligé d'intervenir dans une discussion qui ne te concerne pas. La réaction est un raccourci confortable, car elle économise l'effort de faire une pause et de traiter. Répondre, en revanche, est un autre type de mouvement. C'est la distance que tu mets entre le stimulus et l'action. Ce bref instant où tu respires et décides, au lieu de laisser l'émotion décider pour toi. Cela se remarque dans les gestes de ceux qui ont entraîné l'autocontrôle. Le regard qui reste ferme, même si la provocation est évidente, les mains qui ne tremblent pas en recevant une mauvaise nouvelle, la voix qui ne monte pas en ton même si l'ambiance est chargée de tension. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur, c'est une clarté intérieure qui permet de distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne demande qu'une réaction automatique. La différence entre réagir et répondre est la différence entre vivre à la merci de ce qui se passe à l'extérieur ou rester maître de soi. Celui qui réagit sans filtrer devient esclave de chaque situation, de chaque opinion, de chaque sursaut. Celui qui répond filtre le bruit et agit à partir d'une décision, pas d'une impulsion. Tu n'as pas à être une statue ni à faire semblant que rien ne t'affecte. Mais tu as besoin de cette petite marge de contrôle, cet espace mental où tu choisis ta prochaine étape au lieu de la déclencher sans réfléchir. La prochaine fois que tu sentiras la pression dans ta poitrine, l'urgence de te défendre, de répondre à une attaque, de te joindre au chaos, observe ton corps. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, le regard cherche la confrontation ou la fuite. C'est l'avertissement.
À cet instant se joue la différence entre te perdre dans le bruit ou maintenir ta direction. Prends une respiration, compte jusqu'à 3. Décider est plus difficile qu'exploser, mais c'est aussi plus précieux. Le calme est une force, pas une faiblesse. Celui qui répond maîtrise le jeu. Celui qui réagit joue seulement le rôle que les autres lui assignent. Tu n'es pas un ressort, tu es une volonté. Ne réponds pas à la vie, dirige ton mouvement. 5. Maintiens la cohérence sans témoin. Personne ne va te sauver de ton inconsistance quand personne ne regarde. C'est brutal, mais c'est ainsi. Ce que tu fais quand il n'y a ni récompense, ni témoin, ni quelqu'un attendant que tu prouves quelque chose, définit qui tu es vraiment. C'est là que toute la futilité de tes excuses se dévoile, où les ornements de l'auto-justification tombent et où la réalité de ta discipline se révèle. Beaucoup de gens feignent la force pendant que d'autres observent, mais s'effondrent à huis clos. Le problème, c'est que le monde ne se construit pas sur tes intentions publiques, mais sur les actes répétés dans l'anonymat. Si tu n'es capable de rester ferme que lorsque tu as un public, alors tu n'es pas fort. Tu es juste un acteur sans spectateur. Et en 2026, la réalité engloutit les acteurs. La cohérence sans témoin est la base de toute transformation qui en vaut la peine. Car là, il n'y a ni applaudissement ni critique, juste le poids de ta parole contre ta propre paresse mentale. L'auto-tromperie fleurit dans ces moments solitaires où personne ne te demande rien, et toi, au lieu d'agir, tu négocies avec ta faiblesse. Chaque fois que tu remets une décision à plus tard, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance, chaque fois que tu relâches tes standards quand personne ne te regarde, tu entraînes le muscle de la médiocrité. C'est confortable de dire que demain oui, que lundi tu commences, que juste cette fois tu te permets un écart. C'est ce que fait la moyenne. La moyenne se donne des permissions secrètes et ensuite se demande pourquoi sa vie ne change pas. Il n'y a pas de raccourci. La cohérence est inconfortable, lourde, rugueuse. Mais c'est aussi le seul chemin qui durcit ton caractère jusqu'à le rendre indestructible. Si tu cherches des résultats différents, commence à exiger de toi-même la même chose dans l'obscurité que dans la lumière. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais seul, personne ne saura combien de fois tu as choisi le chemin difficile quand il était plus facile d'abandonner. Mais ce coût est le même. Chaque décision silencieuse est un investissement ou une fracture dans ton caractère. Si tu cèdes par paresse, par confort ou à cette petite voix qui t'invite à être moins, tu hypothèques ton propre respect. Ton véritable progrès ne dépend pas de qui te voit, mais de ce que tu choisis de faire quand la seule conséquence est ton propre avis sur toi-même. Si ton identité ne tient que lors des bons jours ou sous le regard des autres, tu es faible. Il n'y a pas d'autre mot. Le respect qui compte se construit dans le silence. Cohérence sans témoin. Fais-le inconfortable, fais-le difficile, fais-le même si personne ne le remarque. Parce que si tu n'es discipliné qu'en présence des autres, tu ne seras jamais maître de toi-même. 6. Ne justifie pas tes erreurs, corrige-les. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Justifier tes erreurs est un piège mental qui te maintient exactement là où tu es. Le cerveau apprend vite à construire des défenses chaque fois que tu échoues. Le mécanisme d'autocompassion s'active et tu commences à fabriquer des arguments pour ne pas ressentir le poids de tes propres décisions. Tu te dis que c'était l'environnement, la malchance, la fatigue, la pression. Mais la réalité est qu'à ce moment-là, tu choisis de protéger ton ego plutôt que de corriger le cap. Cette habitude, si commune et si acceptée, est la raison pour laquelle tant de gens stagnent. Ils préfèrent l'anesthésie de l'excuse à la douleur brève, mais nécessaire d'accepter qu'ils ont échoué et qu'ils doivent se corriger. Je le sais parce que nous l'avons tous fait, à un certain niveau. Personne ne veut se voir comme faible, dispersé ou incapable. Alors, il élabore une narration qui réduit sa responsabilité et par conséquent aussi sa possibilité de changement. Il y a un prix caché derrière chaque justification. Le prix est que tu deviens incapable de t'améliorer. Plus tu passes de temps à expliquer pourquoi tu n'as pas pu, moins il te reste de force pour faire ce qui compte vraiment. Ajuster,
apprendre, grandir. L'auto-tromperie se nourrit de récits internes qui t'absolvent pour aujourd'hui, mais te condamnent à répéter les mêmes erreurs demain. Si tu laisses la justification devenir le filtre à travers lequel tu regardes tes chutes, tu deviens l'otage de tes propres histoires. Il n'y a pas de progrès lorsque l'énergie est investie à défendre l'échec au lieu de travailler dessus. Corriger, en revanche, est un acte inconfortable. Cela oblige à revoir tes décisions, à affronter l'inconfort d'admettre que tu aurais pu faire mieux. Mais cet inconfort est le seul espace où naît la véritable croissance. La tentation de te justifier est toujours immédiate. Elle surgit dans l'esprit comme une réaction automatique. Tu cherches des raisons externes, tu minimises l'erreur, tu essaies de te convaincre que c'était inévitable. Mais si tu as le courage de rester un moment de plus dans cet endroit inconfortable, sans chercher des échappatoires rapides, tu commences à voir clairement quelle part de la responsabilité t'appartient et ce que tu peux ajuster. C'est là que le caractère se renforce, dans la capacité de regarder l'échec en face et de décider de ne pas le répéter. Reconnaître tes erreurs ne te rend pas faible, cela te donne du contrôle. La maturité consiste à briser le cycle de la justification et à transformer chaque faux pas en correction, non en excuse. La différence entre celui qui avance et celui qui reste est simple. L'un corrige, l'autre justifie. Le respect de soi ne se construit pas en défendant tes échecs, mais en les réparant. Si tu ne corriges pas, tu répètes. Si tu n'acceptes pas, tu te condamnes à vivre au même endroit. Tu n'es pas ton erreur, mais tu es responsable de ce que tu fais après avoir échoué. Fais-toi cette faveur. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te justifier, remplace-la par l'engagement de corriger. C'est ainsi que tu deviens vraiment fort. L'erreur que tu ne corriges pas te condamne à la répéter. La liberté se gagne chaque fois que tu décides d'affronter ta part et de l'améliorer, pas lorsque tu apprends à la défendre devant les autres. 7. Concentre-toi sur le présent, pas sur le bruit. Ton téléphone vibre dans ta poche pendant que tu travailles. Ce n'est pas urgent, mais l'envie de regarder est immédiate. Tu ouvres l'écran, vérifies des messages, sautes sur une notification, et tu finis par naviguer sur quelque chose qui ne t'intéresse même pas. Quand tu reviens, 20 minutes se sont écoulées et la concentration n'est plus la même. Derrière ce geste se cache une chaîne de causes et d'effets. L'environnement numérique et social est conçu pour capturer ton attention et la disperser en 1000 fragments. Chaque interruption, chaque petite distraction te vole la capacité d'être présent et, ce qui est pire, installe un schéma de dispersion mentale qui se répète dans tout ce que tu fais. Le résultat n'est pas seulement une tâche inachevée, mais un esprit affaibli par l'habitude de sauter d'un stimulus à l'autre sans construire de profondeur dans quoi que ce soit. Ainsi, le focus s'érode, non pas à cause de grands échecs, mais à cause de 1000 petites coupures qui t'éloignent de l'essentiel. Le piège du présent fragmenté a plusieurs couches. D'abord, l'esprit s'habitue à fonctionner en mode réaction, attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur, incapable de soutenir une tâche, une conversation ou même une pensée complète sans ressentir l'anxiété de ce qui pourrait se passer ailleurs. Ensuite, cette dispersion se transforme en frustration. Tu réalises que tu avances peu, que tu commences beaucoup de choses, mais que tu approfondis rarement quoi que ce soit, et ta confiance s'érode, parce que le véritable progrès exige de la continuité, pas des sauts constants. Enfin, l'illusion s'installe que le problème vient de l'extérieur, de la quantité de stimuli, alors qu'en réalité, le filtre est interne. Il n'est pas possible de contrôler le monde, mais tu peux entraîner ta capacité à être présent et protéger ton attention contre la demande constante de l'irrélevant. La décision stratégique est simple, mais inconfortable. Réduire l'accès au bruit, construire des espaces sans interruption et prioriser ce qui est sous ton contrôle direct. Cela signifie cesser de négocier ton temps avec chaque notification, apprendre à ne pas répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie et entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, à ce qui compte vraiment. Le présent
est un muscle qui s'atrophie si tu le laisses entre les mains de l'environnement. Les personnes fortes ne sont pas celles qui résistent au chaos externe, mais celles qui dominent la direction de leur attention. Domine ton attention ou l'environnement la dominera pour toi. Choisis chaque jour entre la profondeur et la dispersion, car c'est la véritable bataille du présent. L'année ne va pas devenir plus facile. Ton focus peut devenir plus fort. Élimine ce qui ne compte pas et entraîne ta présence comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. J'admets que dire non pèse encore sur mon corps, comme si chaque refus était une petite trahison. Je le ressens quand on m'invite à quelque chose que je ne veux pas, quand on demande une faveur qui interrompt mon rythme, quand l'agenda se remplit d'engagements que je n'ai pas choisis. Je bouge les lèvres, j'hésite, ma gorge se tend, ma main hésite sur le téléphone avant d'écrire un message qui sonne aimable, mais pas trop froid. À l'intérieur, la culpabilité s'installe rapidement. L'image de l'autre personne déçue apparaît, la sensation de mal faire, celle de perdre quelque chose d'invisible chaque fois que je mets une limite. C'est un mécanisme appris, presque automatique. Je cherche à adoucir le refus, à le compenser, à me justifier pour ne pas porter ce poids inconfortable que laisse le non. Et pourtant, chaque fois que je cède pour éviter ce malaise, la facture arrive ensuite. La journée saturée de tâches des autres, l'énergie drainée dans des conversations qui ne m'apportent rien, le mauvaise humeur qui se cultive en secret quand je deviens spectateur de mon propre agenda. Le problème est pratique et concret. Dire oui par réflexe est une habitude qui s'entraîne avec des années de complaisance, d'évitement des conflits, de peur du rejet. On le voit dans les gestes, le sourire forcé pendant que tu acquiesces, le dos un peu plus courbé en acceptant ce que tu ne veux pas, le bref soupir quand tu raccroches et que tu te rends compte que tu as encore dit oui pour ne pas te compliquer la vie. Mais la vraie complication commence après, quand la vie se remplit de tâches et de relations que tu n'as pas choisies, quand ton temps se fragmente et que la frustration grandit, parce que la direction de tes journées n'est plus décidée par toi. C'est ça la véritable dette. Chaque oui inutile est un paiement anticipé de ton énergie future. Il faut apprendre à identifier ce point exact où ton besoin de plaire sabote ton respect de soi. Ce n'est pas une question de devenir égoïste ni de vivre isolé, mais de comprendre que ta capacité à apporter quelque chose au monde dépend d'abord de protéger tes ressources internes, temps, attention, énergie. Personne ne protège tes limites si tu ne le fais pas. L'habitude de dire non sans culpabilité est un entraînement inconfortable, mais essentiel. Commence par le petit. Le message auquel tu ne réponds pas immédiatement, l'invitation que tu refuses poliment mais sans te justifier, la tâche que tu laisses passer, même si quelqu'un s'attend à ce que tu te sacrifies. Cela se sent rugueux, comme si tu rompais une ancienne habitude, mais c'est là que ta direction se renforce. Une personne qui ne sait pas dire non devient la ressource de tous, sauf l'architecte de sa propre vie. Tu n'as pas besoin de donner de longues explications, ni de déguiser tes limites en excuses. Le non est une phrase complète. La liberté que tu cherches à l'extérieur commence par la capacité de protéger ton temps de ce qui n'apporte rien. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est choisir celles que tu ouvres vraiment. Le respect de soi pèse plus que l'approbation rapide. Personne ne défendra ton agenda pour toi. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par vivre la vie que d'autres choisissent. 9. Utilise la douleur comme entraînement quotidien. La douleur n'est pas un accident, c'est l'impôt quotidien de l'existence véritable. Il n'y a pas de raccourci ni de trucs mentaux qui puissent dissoudre cette taxe. Chaque jour apporte son propre lot d'inconfort, de petites gênes et de douleurs plus grandes. Et la plupart des gens passent leur vie à se battre avec la réalité, cherchant une anesthésie dans les distractions ou des excuses bon marché. Cette habitude enfantine de fuir l'inconfort te rend faible jusqu'à la moelle. Celui qui fuit la douleur finit par la payer avec des intérêts, anxiété chronique, frustration constante, incapacité à supporter le moindre poids de ses propres journées.
La vérité est brutale et sans filtre. Chaque fois que tu rejettes la douleur, tu rejettes aussi l'opportunité de te durcir, de peaufiner ta direction, de devenir quelqu'un capable de résister à ce qui vient. Je te le dis en face, la douleur ne se négocie pas, elle s'entraîne. Veux-tu savoir pourquoi tant de gens abandonnent face au premier obstacle? Parce qu'ils n'ont entraîné que le confort. Ils se lèvent et cherchent le chemin le plus court, vers le plaisir, l'évasion, la gratification instantanée, puis se demandent pourquoi leur caractère se fracture à la moindre contrariété. La douleur que tu évites aujourd'hui se transforme en faiblesse pour demain. C'est aussi simple que cela et aussi cruel. Il n'y a pas de mérite à supporter le agréable. Le respect de soi se forge dans la capacité à rester lorsque tout en toi crie de fuir. Chaque jour t'offre des exercices gratuits. La conversation inconfortable que tu évites, l'entraînement physique que tu remets à plus tard, le projet que tu ne termines pas parce qu'il te pèse, la discipline qui te dérange. Ce sont de petits examens que le monde te lance. Et chaque fois que tu choisis la sortie facile, tu signes ta propre sentence de médiocrité. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui se brisent ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la façon dont ils l'utilisent. La douleur bien entraînée devient un filtre. Elle montre qui persiste et qui ne fait que faire semblant. Tu n'as pas besoin de chercher une souffrance artificielle, la vie en apporte déjà suffisamment. Ce que tu peux faire, c'est utiliser chaque gêne comme un outil pour tempérer ton esprit. Ne te plains pas, ne cherche pas de réconfort, ne gaspille pas d'énergie à te justifier. Prends la douleur, regarde-la en face, intègre-la à ta routine. Fais de l'inconfort ta zone de pratique. Chaque fois que tu ressens l'envie de fuir, demande-toi quelle partie de toi s'affaiblit si tu cèdes. C'est la question qui sépare les forts de ceux qui ne font que poser. La douleur est un entraînement, pas une punition. Celui qui le comprend progresse. Celui qui le nie recule. Si tu utilises la douleur au quotidien comme ton maître, aucun coup externe ne pourra te désarmer. L'année n'aura pas de pitié pour ceux qui ne cherchent que le confort. Transforme chaque difficulté en allié et laisse l'inconfort être ta salle de gym. Les résultats silencieux valent plus que 1000 plaintes. Entraîne ton esprit à supporter le poids que les autres évitent. La douleur ignorée se multiplie. La douleur affrontée te transforme. 10. Transforme votre vie en silence. Le véritable changement n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Se transformer en silence est la preuve ultime que votre engagement n'est pas lié au regard des autres, mais à la décision invisible que vous prenez chaque jour, quand personne ne vous exige, quand personne n'attend rien de vous. Il est facile de tomber dans le piège de chercher une validation même pour la transformation, montrer de petites améliorations, annoncer que cette fois c'est sérieux, partager des progrès en espérant une reconnaissance extérieure. Mais ce qui compte vraiment se construit sans public et sans propagande. Derrière chaque habitude maintenue en secret existe une conviction silencieuse, une détermination qui n'a pas besoin d'être célébrée pour se sentir solide. L'esprit humain cherche des raccourcis d'approbation car la reconnaissance est plaisante et donne une fausse sensation d'avancement. Mais au fond, transformer votre vie en silence est un défi contre l'ego, un entraînement quotidien pour cesser de dépendre des stimuli externes. Cela vous oblige à affronter ce vide inconfortable où seul compte ce que vous choisissez de faire quand personne ne regarde, où la fatigue, la paresse ou le doute ne reçoivent ni excuses ni récompense immédiate. Ici, la motivation perd de sa force et entre en jeu la discipline brutale, celle qui résiste à l'ennui, celle qui soutient l'effort quand les résultats ne se voient pas encore. Le silence vous met face à face avec votre voix intérieure, celle qui veut abandonner, celle qui cherche à se distraire, celle qui invente des raisons de procrastiner. Ce n'est qu'en supportant cette pression, sans chercher refuge à l'extérieur, que vous découvrez jusqu'où va votre volonté. Ce n'est pas un chemin glamour ni rapide. La transformation silencieuse est rude, pleine de jours où rien ne semble changer et pourtant vous continuez.
C'est un investissement émotionnel qui ne rapporte pas d'intérêts immédiats, mais qui renforce votre caractère d'une manière qu'aucun applaudissement ne peut égaler. Si vous avez besoin de témoins pour avancer, ce que vous construisez est fragile. Si vous apprenez à transformer vos habitudes dans l'ombre, vous devenez invulnérable à la volatilité des critiques ou des éloges des autres. Le véritable respect de soi naît dans cet espace invisible où personne ne donne son avis, où votre parole pèse plus que toute attente extérieure. La phrase est simple. Ce que vous faites en silence définit qui vous êtes vraiment. Transformer votre vie en silence est le filtre qui sépare ceux qui veulent seulement sembler différents de ceux qui le sont réellement. C'est le seul moyen de renforcer votre direction quand l'environnement exige des résultats superficiels et une gratification instantanée. Au final, les résultats solides ne font pas de bruit. La force authentique ne se proclame jamais. Si vous voulez vraiment changer, faites-le en silence. Concentrez-vous sur le processus et laissez le monde s'en rendre compte seulement quand vous ne pouvez plus cacher les fruits. Le silence est votre meilleur allié. Le bruit est pour les incertains. Vous êtes-vous senti ignoré par quelqu'un à qui vous accordez tout votre amour et votre attention? Il est douloureux et frustrant de sentir que vous n'êtes pas une priorité pour cette personne. Imaginez si vous pouviez changer cela. Les relations peuvent être compliquées et nous devons parfois ajuster notre façon de voir et d'interagir avec les autres. Je partage ici 10 règles stoïques qui peuvent vous aider à vous transformer de l'intérieur, vous rendant irrésistible et spécial aux yeux des autres. Ces règles amélioreront vos interactions et la façon dont vous êtes perçu, vous amenant à être émotionnellement fort et valorisé. Ce voyage est bien plus que des conseils d'apprentissage. C'est une opportunité de changer votre vie et vos relations. Vous apprendrez à attirer l'attention et l'affection sans dépendre de l'approbation des autres, en construisant votre propre chemin plein de confiance en vous et de respect de vous-même. Ces leçons vous aideront à bâtir des relations solides et significatives basées sur le respect mutuel et l'amour-propre. Si vous êtes prêt pour ce changement et à être quelqu'un qui brille de votre propre lumière, rejoignez-moi. Ne révélez pas tout de suite. Cette règle repose sur la sagesse et la force de caractère, mettant en avant la modération et le contrôle, valeurs clés de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient au contrôle de nos réactions et de nos émotions, et cette règle nous invite à faire attention aux informations que nous partageons sur nous-mêmes. Imaginez votre vie comme un jardin secret, où seuls ceux qui se sont montrés dignes de confiance peuvent explorer les domaines les plus spéciaux et les plus personnels. Chaque expérience et leçon de votre vie est un trésor qui doit être partagé avec sagesse. En pratique, cela signifie que lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou même dans vos relations actuelles, vous évitez de révéler immédiatement toutes vos pensées et vos sentiments. Il offre de petits aperçus de votre caractère et de votre vie, créant du mystère et de l'attraction, et gardant le contrôle sur comment et quand vous vous ouvrez aux autres. Dans les conversations, parlez de manière significative mais mesurée. Partagez des histoires qui reflètent qui vous êtes, mais laissez place à la curiosité et à la découverte. Chaque détail doit être comme une porte qui s'ouvre lentement, invitant les autres à mieux vous connaître au fil du temps. Ne placez pas les autres au centre de votre vie. Cette règle souligne l'importance de conserver son indépendance et de ne pas baser sa vie sur une autre personne. Dans le stoïcisme, la sagesse et la force viennent du fait de comprendre et de vivre selon sa propre valeur, sans dépendre des autres pour son bonheur. Cette règle nous enseigne que les relations sont importantes, mais qu'elles ne doivent pas nous définir complètement. Comme Marc Aurèle, nous devons vivre en harmonie avec nous-mêmes. Appliquer cette règle signifie valoriser sa propre identité et son parcours. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de comprendre qu'une relation saine est celle où deux individus complets se complètent, ne dépendent pas l'un de l'autre.
Maintenir votre autonomie vous rend plus attractif et charismatique, montrant que vous êtes une personne sûre et complète. Cela vous permet de vous développer continuellement et de vivre une vie plus épanouie en vous concentrant sur vos passions et vos intérêts sans chercher d'approbation extérieure. Créez votre propre bonheur. On recherche souvent le bonheur dans les relations, la réussite ou les biens matériels, mais cette règle nous invite à regarder à l'intérieur. Cela signifie assumer la responsabilité de notre bien-être émotionnel sans dépendre des autres pour nous sentir complets. En créant votre propre bonheur, vous devenez autonome, confiant et plus attractif aux yeux des autres. Créer votre propre bonheur est un acte de force et de sagesse, reconnaissant que vous pouvez influencer vos émotions et vos réactions. Cette approche ne mène pas à l'isolement, mais à la connaissance de soi et à la réalisation de soi. En comprenant et en acceptant vos émotions et vos forces, vous devenez une personne plus équilibrée, capable de nouer des relations saines. Le bonheur intérieur agit comme une source d'inspiration pour vous-même et pour les autres. Se concentrer sur son propre bonheur envoie un message clair. Vous ne cherchez pas à vous épanouir auprès des autres. Vous êtes une personne complète, capable de trouver satisfaction en vous-même. Cette indépendance est fondamentale dans le stoïcisme, qui enseigne à vivre dans le présent et à profiter de la vie sans dépendre de facteurs extérieurs. Soyez précieux et permettez aux autres d'investir en vous. Cette règle souligne l'importance de reconnaître sa propre valeur et de permettre aux autres de l'apprécier. Chaque personne est unique et précieuse, et sa véritable valeur se révèle à travers les défis et les expériences. Avoir de la valeur signifie comprendre et croire en vos qualités et vos contributions sans arrogance. Tout comme un bijou est poli par friction, votre valeur est renforcée par les expériences. Cela fait de vous quelqu'un digne de respect et d'amour. Permettre aux autres d'investir en vous est un acte d'ouverture et de réciprocité, donnant l'opportunité de vous connaître profondément. Il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir, mais d'un échange de valeurs et de respect. Comme des bijoux précieux, votre temps et votre présence doivent être valorisés. Permettre aux autres d'investir facilement en vous conduit à des relations plus profondes et plus significatives. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, mais plutôt de montrer que vous êtes un atout précieux dans la vie de quelqu'un. Cet investissement mutuel renforce le lien et vous fait sentir tous les deux appréciés. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. En vous présentant comme une personne de valeur, vous apprenez aux autres comment vous traiter. Cette position encourage le respect mutuel et établit une norme dans vos relations. Créez la peur de vous perdre. En faisant preuve de votre indépendance et de votre autosuffisance, vous montrez que votre vie est pleine et passionnante en soi. Cela amène les autres à considérer votre implication dans leur vie comme un ajout précieux et non comme une nécessité. Chaque interaction avec vous devient significative et laisse les autres en redemander. Vivre de cette façon fait de faire partie de votre vie un privilège. Vous ne recherchez pas désespérément de l'attention, vous offrez une présence enrichissante. Cela amène les gens à apprécier davantage le temps passé avec vous et à s'efforcer de maintenir votre intérêt et votre connexion. Créer la peur de se perdre, c'est aussi montrer sa valeur sans ostentation. Votre temps et votre attention sont des ressources précieuses. En n'étant pas toujours disponible, vous augmentez votre valeur perçue. Cela vous rend plus désirable et vous permet de maintenir vos propres limites et priorités. Donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Cette règle est une affirmation du respect de soi et du soin de soi. Dans la philosophie stoïcienne, on enseigne que prendre soin de soi émotionnellement et physiquement est essentiel pour une vie équilibrée. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de reconnaître que pour être utile aux autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. La règle souligne l'importance de donner la priorité à vos besoins et à votre bien-être dans toute relation. Cela signifie
Valorisez votre propre valeur et ne pas accepter moins que ce que vous méritez, sans négliger les besoins des autres, mais sans sacrifier les vôtres. Donner la priorité à vos besoins établit une norme saine pour vos relations, montrant que vous vous valorisez et apprenant aux autres comment ils doivent vous traiter. Cela peut impliquer de fixer des limites, de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas ou de consacrer du temps à vos intérêts. Prendre soin de vous vous rend également plus attractif et influent. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est plus respectée. Cette attitude reflète une forte estime de soi et une identité claire, essentielle à toute relation saine. La règle « Donner la priorité à vos propres besoins » est un rappel constant que votre bien-être et votre respect de soi sont les plus importants. En prenant soin de vous, vous prenez le contrôle de votre réaction aux événements de la vie et renforcez votre capacité à faire face aux défis. Ne soyez pas toujours disponible. Imaginez votre vie comme un univers unique où vous n'êtes pas constamment en attente ou ancré aux attentes des autres. Vous avez votre propre chemin à explorer, vos propres passions, objectifs et activités qui vous enrichissent. Ceux qui font partie de votre vie ont le privilège de partager votre temps et votre espace, mais ils ne doivent pas le prendre pour acquis. En évitant d'être perpétuellement disponible, vous montrez que votre temps et votre concentration sont précieux. Cette attitude crée un sentiment de respect et de valeur envers vous-même. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre vie, leurs propres intérêts et priorités. En montrant que vous n'attendez pas simplement leur attention ou leur réponse, vous suscitez un véritable intérêt pour vous-même. Ils commencent à apprécier davantage les moments qu'ils partagent avec vous, cultivant un sentiment de nostalgie et d'appréciation. Ce principe stoïcien reflète l'idée selon laquelle nous devrions valoriser notre propre temps et nos propres perceptions. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, nous nous préoccupons souvent davantage de l'imagination que de la réalité. En appliquant cette règle, vous respectez non seulement votre temps, mais vous apprenez également aux autres à faire de même. Ne démarrez pas la conversation tout le temps. Cette règle vise à maintenir un équilibre dans les interactions, en évitant d'être toujours celui qui fait le premier pas dans la communication. En l'appliquant, vous montrez que vous avez vos propres activités et intérêts et maintenez votre indépendance dans les relations. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit, mais de promotion du respect mutuel et d'un effort égal. Si vous lancez toujours la conversation, vous risquez de paraître trop disponible ou anxieux. Permettre à l'autre personne de prendre également l'initiative mesure votre intérêt et équilibre la relation. Cette règle vous permet d'observer comment les autres investissent dans la relation, révélant qui apprécie vraiment votre présence. Cela vous aide à décider où concentrer votre énergie et votre temps. En pratiquant cette règle, vous faites preuve de sagesse et de force dans vos relations sociales. Ne vous attachez pas trop émotionnellement. Cette règle souligne l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel dans vos relations. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais plutôt de les empêcher de dominer complètement la dynamique de vos relations. Il s'agit de gérer ces émotions pour entretenir des relations saines et équilibrées. Cela promeut l'idée que même si les émotions sont essentielles, la surexpression ou l'attachement excessif peuvent affecter négativement les relations. Si vous laissez la tristesse, la colère ou l'anxiété contrôler vos actions, vos besoins et vos sentiments risquent de ne pas être respectés. Le stoïcisme nous apprend à contrôler et à être patient avec nos réponses émotionnelles. Cela ne signifie pas nier ce que vous ressentez, mais comprendre et réagir de manière constructive. Au lieu de réagir de manière impulsive, réfléchissez à vos émotions et résolvez les problèmes efficacement. Soyez prêt à vous éloigner. Cette règle met en avant le respect de soi et l'intégrité personnelle.
Cela souligne l'importance de reconnaître votre valeur et d'être prêt à vous éloigner des situations ou des relations qui ne la respectent pas. Il ne s'agit pas d'une attitude insensible, mais d'un acte crucial de prise en charge personnelle. Cela nous enseigne qu'il est essentiel d'établir et de maintenir des limites claires. Si ces limites sont violées et que votre bien-être est ignoré, vous devez avoir le courage d'avancer, quels que soient les liens émotionnels. S'éloigner d'une relation qui ne vous profite pas montre de la force et du respect de soi. Être prête à vous éloigner envoie un message puissant. Vous accordez de l'importance à votre bien-être et ne sacrifierez pas votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Cela peut également faire comprendre à l'autre personne l'importance de vous valoriser et de vous respecter. Cette règle vous rappelle ne pas vous accrocher à des relations qui n'enrichissent pas votre vie. Recherchez des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Parfois, cela signifie avoir la force de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Dans les turbulences de la vie moderne, il est facile de se perdre parmi les nombreuses exigences et distractions qui nous entourent. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté de votre véritable chemin? Vous êtes-vous demandé comment améliorer votre concentration et votre orientation personnelle dans un monde plein de bruit extérieur? Dans notre recherche constante de répondre à nos responsabilités et à nos attentes, nous oublions souvent notre propre importance, laissant de côté l'essence qui réside en nous. Ce voyage réflexif est essentiel pour découvrir l'authenticité de notre existence. Et si nous nous réservions chaque jour un moment sacré pour redécouvrir notre objectif et nos valeurs personnelles? Comment cette pratique pourrait-elle transformer notre vie quotidienne, en donnant un sens plus profond et plus satisfaisant à notre existence? Dans ce monde en évolution rapide, la perte de clarté et de sens est un phénomène courant. Nous nous laissons emporter par les distractions et les préoccupations extérieures, perdant de vue nos objectifs et nos valeurs personnelles. Ce détour peut conduire à l'insatisfaction, à un sentiment de manque de direction et à une expérience de perte de contrôle sur notre propre vie. C'est dans ce contexte que l'ancienne philosophie du stoïcisme réapparaît avec une sagesse intemporelle. Des personnalités telles que Marc Aurèle ont défendu cette approche centrée sur l'individu, offrant des conseils précieux pour trouver la clarté et l'amélioration de soi. La pratique de se recentrer sur soi au quotidien devient ainsi un outil puissant, capable de transformer nos vies du plus profond. L'invitation à se recentrer sur soi au quotidien n'est pas seulement une suggestion, mais un besoin urgent dans notre société contemporaine. En prenant le temps de réfléchir à notre propre nature, nous pouvons découvrir un but plus profond et une direction plus claire dans notre vie. Cette pratique quotidienne nous permet de nous éloigner du bruit extérieur et de nous connecter à notre essence intérieure, nous fournissant ainsi une base solide pour relever les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Le problème de ne pas se concentrer sur soi-même se manifeste par la perte de lien avec nos objectifs personnels et nos valeurs fondamentales. Dans l'effort quotidien, nous devenons les marionnettes des circonstances, perdant la capacité de diriger consciemment notre vie. Le manque de concentration personnelle peut conduire à un sentiment de vide, à une expérience de vie étrangère à nos véritables aspirations. La figure de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui dirigea l'Empire romain à une époque rebelle, constitue un phare d'inspiration à l'horizon du stoïcisme. Son œuvre « Méditation » n'est pas seulement un témoignage de ses réflexions personnelles, mais aussi un guide intemporel pour ceux qui recherchent la paix intérieure et l'authenticité au milieu des adversités de la vie.
Le chemin vers l'authenticité et la paix intérieure, selon Marc Aurèle et les principes du stoïcisme, se trouve dans la pratique quotidienne de la concentration sur soi-même. Cette pratique implique une auto-évaluation constante, le développement de la résilience intérieure et la recherche de la modération en toutes choses. En période de stress, de colère ou de frustration, se concentrer sur soi devient un refuge de sérénité et de clarté mentale. Actes de gentillesse aléatoire. Les actes de gentillesse aléatoire deviennent une composante essentielle de cette pratique, nous rappelant l'interdépendance de toutes les vies et l'importance de contribuer positivement au bien-être collectif. La méditation de pleine conscience, outil stoïcien fondamental, nous permet de cultiver la conscience du moment présent, nous libérant des soucis passés et futurs. L'art de l'acceptation, autre pilier du stoïcisme, nous invite à accepter l'impermanence de toute chose et à trouver la paix en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Dans ce processus, le stoïcisme se révèle comme la voie vers une paix intérieure durable, basée sur une compréhension profonde de notre propre nature et l'acceptation des réalités inévitables de la vie. Grâce aux enseignements de Marc Aurèle et de la philosophie stoïcienne, nous pouvons découvrir les outils nécessaires pour maintenir le calme et la clarté au milieu des tempêtes de la vie. La résilience face à l'adversité devient une expression de notre force intérieure, nous permettant de relever les défis avec grâce et détermination. Modération, principe fondamental du stoïcisme, il nous guide vers l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Éviter les extrêmes et cultiver la modération nous permet de profiter des bénédictions de la vie sans tomber dans la spirale de l'excès ou de l'indulgence. Cet équilibre nous amène à vivre consciemment et délibérément, en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Dans les moments de stress, de colère ou de frustration, se concentrer sur soi devient un point d'ancrage qui nous évite de nous laisser emporter par des émotions négatives. La pratique de la pleine conscience et de la réflexion nous donne la capacité de réagir consciemment au lieu de réagir de manière impulsive. Ce changement de perspective se traduit par une plus grande énergie pour surmonter les défis et construire des relations plus saines. La sagesse, au cœur du stoïcisme, se trouve une sagesse qui a perduré à travers les siècles. À la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement l'essence de se concentrer sur vous-même au quotidien, mais vous serez également inspiré pour intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Cette pratique constante vous amènera à atteindre une croissance personnelle continue, à trouver la paix intérieure et à développer une résilience inébranlable face aux défis futurs. Ce n'est que le début. Continuez à explorer pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie dans la poursuite de l'eudémonia. Dans la philosophie stoïcienne, 3 vertus essentielles sont mises en avant, et la première d'entre elles est la sagesse. Au sens stoïcien, la sagesse se manifeste comme la capacité de comprendre entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre esprit et non dans les événements extérieurs. En comprenant ce principe, vous trouverez une source de force inébranlable qui vous permettra d'affronter les défis avec sagesse et sérénité. Il est crucial de comprendre que dans le contexte stoïcien, la sagesse ne se limite pas à la simple connaissance intellectuelle. Cela va plus loin, englobant une compréhension profonde de notre propre nature et de celle du monde qui nous entoure. En cultivant cette sagesse, nous nous libérons de l'illusion de contrôler tout ce qui est extérieur et nous nous concentrons sur le seul domaine que nous possédons réellement, notre esprit et nos perceptions. Au cours de ce voyage vers la sagesse stoïcienne, nous nous immergeons dans la pratique de la compréhension entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous apprenons à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer, en acceptant avec sérénité ce qui dépasse notre pouvoir.
Cet état d'esprit nous libère du poids inutile de nous inquiéter des événements extérieurs, nous permettant de canaliser notre énergie vers des actions significatives et constructives. Marc Aurèle nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité à rester calme et posé même au milieu des circonstances les plus difficiles. Cette sérénité vient de la sagesse de comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En adoptant cette approche, nous devenons plus résilients, capables de nous adapter et de surmonter les obstacles avec grâce et détermination. La sagesse dans le stoïcisme n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une compréhension profonde qui guide nos actions et nos réponses. En vous immergeant dans ce principe, vous trouverez une source constante de force et de clarté. La sagesse vous permettra d'affronter la complexité de la vie avec un esprit calme et un cœur serein, ouvrant la voie à une transformation significative sur votre chemin vers la réalisation de soi. Courage. Au cœur de la pratique quotidienne du stoïcisme, le courage est fondé comme une vertu fondamentale, essentielle à la croissance personnelle et à l'autoréflexion. Il ne s'agit pas du courage de la bravoure physique, mais d'un courage plus profond et plus significatif, la force de faire face à nos propres limites, peurs et défauts. En nous concentrant sur nous-mêmes chaque jour, le stoïcisme nous invite à cultiver un courage qui nous permet de regarder à l'intérieur avec honnêteté et détermination. Ce courage intérieur est ce qui nous pousse à affronter l'adversité, l'inconnu et surtout nous-mêmes sous notre forme la plus brute et la plus réelle. Selon Marc Aurèle et d'autres stoïciens, les défis et les difficultés ne sont rien d'autre que des opportunités déguisées de croissance personnelle et spirituelle. En adoptant cette perspective, le courage devient un outil puissant de connaissance de soi et d'amélioration continue. Le courage dans le contexte du stoïcisme et de l'introspection quotidienne est bien plus que la simple confrontation aux dangers extérieurs. C'est le courage de se faire face. C'est le courage d'être vulnérable, de démanteler les murs qui nous protègent de notre propre vérité. En nous concentrant sur nous-mêmes avec courage et compassion, nous ouvrons la porte à une profonde transformation personnelle, alignée sur les principes stoïciens de sagesse, de justice et de modération. C'est le courage que nous devrions cultiver chaque jour. Un courage qui non seulement nous change nous-mêmes, mais qui a également le pouvoir d'inspirer le changement dans le monde qui nous entoure. Tempérance. Au cœur du stoïcisme, la tempérance apparaît comme un phare de lumière, guidant chacun vers une concentration sur soi-même chaque jour avec une détermination et un objectif renouvelé. Cette vertu cardinale, qui prône la maîtrise de soi, la modération et le fait de vivre en harmonie avec la nature, est fondamentale dans le cheminement stoïcien vers la réalisation de soi et le bonheur. Sur ce chemin, la tempérance n'est pas présentée comme une limitation, mais comme une libération des menottes des désirs débridés et des excès qui obscurcissent notre esprit et notre esprit. Marc Aurèle, avec sa sagesse éternelle, nous rappelle que pour mener une vie pleine et heureuse, il nous faut très peu. L'essentiel réside dans notre façon de penser et notre capacité à gérer nos envies et nos émotions. La pratique de la tempérance nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs, nous avons le contrôle sur la manière dont nous y réagissons. Ce principe est essentiel pour préserver notre sérénité et notre équilibre mental, nous permettant d'affronter l'adversité avec force et clarté stoïque. Suivant les conseils de Marc Aurèle, en exerçant un pouvoir sur nos réactions, nous nous libérons des inquiétudes liées aux événements hors de notre contrôle et découvrons que la vraie force et la vertu résident en nous. Pour les stoïciens, le bien le plus élevé ne se trouve pas dans la recherche de la richesse, de la renommée ou du succès extérieur, mais dans la vertu elle-même, dans la sagesse, le courage et bien sûr la tempérance. Adopter la tempérance, c'est embrasser un chemin de vie dans lequel chaque jour
est une opportunité de se concentrer sur notre croissance personnelle, sur la culture de notre caractère et sur le fait de vivre conformément à notre nature rationnelle et sociale. C'est dans cet engagement quotidien envers nous-mêmes et envers la pratique de la tempérance que nous trouvons l'épanouissement et le vrai bonheur. Ainsi, la tempérance n'est pas simplement un concept philosophique lointain, mais un principe pratique et vivant qui peut transformer nos vies, nous conduisant vers un état d'être plus authentique et plus épanoui. Résilience face à l'adversité. La résilience face à l'adversité est une force qui résonne profondément avec les principes du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à garder notre sang-froid et notre force intérieure face aux défis incontournables de la vie. Cette approche nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes chaque jour, non pas pour nous isoler des difficultés, mais pour cultiver un esprit capable d'affronter n'importe quelle tempête avec sérénité et détermination. Marc Aurèle, empereur et philosophe, est un exemple symbolique de la manière dont la résilience, alimentée par la réflexion stoïcienne, nous permet de naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence humaine. La vie de Marc Aurèle a été remplie d'adversités, des conflits politiques et des fléaux aux défis personnels. Cependant, son dévouement à la philosophie stoïcienne lui a fourni les outils nécessaires pour affronter ces épreuves avec une résilience sans faille. Son approche n'était pas seulement théorique, c'était une pratique quotidienne consistant à rappeler à soi-même et aux autres que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir sur la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette compréhension est essentielle pour développer une résilience qui ne repose pas sur le déni des difficultés, mais sur leur acceptation et leur confrontation consciente. L'un des enseignements stoïciens les plus puissants concernant la résilience est la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. Marc Aurèle méditait souvent sur cette nature éphémère de l'existence, lui permettant d'apprécier chaque instant et d'affronter l'adversité avec la perspective que tout, qu'il soit agréable ou douloureux, finira par passer. Cette conscience de l'impermanence nous aide à relativiser nos problèmes et à valoriser plus profondément les moments de bonheur et de tranquillité. Dans ses méditations, Marc Aurèle réfléchit non seulement sur la résilience personnelle et intérieure, mais souligne également l'importance de la gentillesse et de l'empathie envers les autres. Il a reconnu que nous sommes tous connectés et confrontés à nos luttes internes qui nous poussent à agir d'une manière qui peut être difficile à comprendre de l'extérieur. En se rappelant chaque matin qu'il rencontrerait des personnes susceptibles de se comporter de manière désagréable ou malhonnête, il se préparait à réagir avec compassion plutôt qu'avec frustration ou colère. Cette approche renforce non seulement la résilience face à l'adversité, mais favorise également une communauté plus compréhensive et plus solidaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.